Bonjour Tiki, bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup de passer ce temps avec nous. Dans un premier temps, je sais que vous connaissez depuis fort longtemps, juste pour resituer le contexte. Je sais que vous connaissez depuis plus de 50 ans. Comment vous êtes rencontrés? Tu veux répondre, Pascal? Ouais. Alors, je donnais un cours d'IA au Shen de Quan de Genève il y a, oui, près de 50 ans. Et j'ai vu un type à l'aspect écossais arriver, et puis je ne le connaissais pas, et donc je l'ai mis au bout de la file, comme des débutants. Et j'ai commencé mon cours d'IA et au bout d'un moment, je regarde et je me dis, ouh là là, mais il est pas mal du tout. Il travaille bien. Et la leçon d'après, je l'ai mis à ma gauche, dans la ligne. Et puis j'ai de nouveau regardé. Je me suis dit, mais ouh, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et pour finir, la troisième fois, je l'ai mis à ma droite. Et donc, c'est lui qui a dirigé le cours. Et voilà comment on s'est connus au Chêne de Coan il y a une cinquantaine d'années. Et depuis, on a toujours coopéré, on a toujours été très amis, on n'a jamais eu un problème. Et voilà, c'est quelque chose pour moi de très important. Voilà. Ça, en effet, c'est un peu vrai, mais c'est le détail. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de Pascal avant qu'il ne revienne du Japon. Je ne le connaissais pas. On parle de 75, 16, quand tu es revenu. Je ne me souviens plus exactement maintenant la date. Tu dois te souvenir mieux que moi. En 72. Et Ouais. 72. Ouais, je suis revenu en 72 et je suis reparti en 73. Ouais. Ah bon, bon, voilà. Alors ça remonte loin. De toute façon, je crois qu'on est tranquille avec les 50 ans de Oui. connaissance, comme il a dit. Et moi, je voulais simplement rencontrer la personne. Mais en boulot, comment rencontrer quelqu'un? Ben, tu vas à son cours et tu t'insères dans les pratiquants et tu dis rien, tu fais ce que tu es censé de faire. Le problème, c'est que tu peux pas toujours ne rien faire non plus. Alors, voilà l'origine de l'histoire. Ouais. C'est une belle histoire. Et, Dur. et moi, je crois que dès ce premier jour, on a établi une amitié qui est très durable. Je dirais plus même que durable. Fraternel. Oui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de la culture du Japon, vue du côté occidental, bien sûr. Pascal, est-ce que tu peux nous parler de la calligraphie? Quelles sont les origines de la calligraphie? Eh bien, pour moi, quand je suis arrivé au Japon, euh, je faisais 4 heures de judo par jour et j'étais au Kodokan tous les jours, le matin 2 heures et l'après-midi 2 heures. Et j'étais dans le hall du Kodokan et je dessinais, je faisais un dessin, je ne me rappelle plus quoi, et j'ai vu un grand mec arriver à côté de moi qui s'est penché sur mon dessin et il m'a dit, «Hé, mais c'est super ce que tu fais. Écoute, moi, je suis en train de travailler sur un livre. Est-ce que tu veux bien me faire des dessins pour mon livre?» Je le regarde et puis je lui dis, «Oui, bien sûr, pas de problème.» Et c'est comme ça que j'ai rencontré Maître Dreger la première fois, hein. Et donc après, on est monté dans la salle d'entraînement et j'ai fait du judo avec lui. Et je me suis fait rétamer parce que c'est vraiment un grand bonhomme, Maître Dreger.
Et puis, on est devenus amis très vite. Et je crois 2 semaines après, c'était en 1969, 2 semaines après, il m'a dit, Pascal, tu veux bien venir avec moi? J'ai des gens à te présenter. Alors, il m'a pris, on a traversé Tokyo et on a été au Rembukan. Rembukan, c'était le dojo de Jodo. Et là, j'ai rencontré Maître Kuroda, qui était un policier et qui était professeur de Yai et professeur de calligraphie. J'ai rencontré également Maître Kaminota et bien entendu Maître Shimizu, qui était donc le maître de ce dojo. Et donc, ces trois rencontres étaient fabuleuses. Et j'ai beaucoup aimé Maître Kuroda. Et euh, il m'a dit, écoute, je te prends comme élève, mais à une condition, c'est que tu fasses également de la calligraphie. J'ai dit, OK, d'accord. Et le même jour, on s'est entraîné en yai. Et ensuite, il m'a pris chez lui et il m'a montré les premiers mouvements de calligraphie. Ça, c'était donc en 69. Et après, Maître Caminote a été également un très bon calligraphe. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai fait de la calligraphie tous les jours et je n'ai jamais arrêté. C'est c'est une discipline que j'ai adorée dès le début et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est très compliqué et très, très difficile. La langue japonaise écrite, c'est loin d'être facile. Et je confirme. Euh, donc là, je mets une image sur les différents types de calligraphie. Donc je reprécise effectivement, merci Maria Rossa de m'avoir aidé à préparer cette interview. Donc là, il y a les quatre premières, en partant de la gauche, parce que ce sont tes calligraphies. Les Si on deux autres prend non. Et donc, la effectivement, il y a droite, plusieurs types de calligraphie. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de calligraphie et après on dérivera sur le budo? alors d'abord, il y a ce qu'on appelle le kaisho, qui est l'écriture script. Ensuite, petit à petit, ça s'arrondit, ça se fluidifie et on arrive dans le gyosho, qui est le style semi-fluide. Et ensuite, ça se simplifie encore plus et on arrive dans le Soshio, qui est le style herbe. Et l'ancien style, un style qui date de à peu près il y a 4000 ans, qui est le Reishio, qui est un style, donc ça c'est le quatrième kanji, là. Euh, c'est un style qui date d'une époque où ils n'avaient pas encore de pinceau, ils avaient seulement un peu comme des calames pour l'écriture arabe. Et puis un style qui n'est pas vraiment utilisé dans la calligraphie, c'est le Tenshio, qui est le style sigillaire. Donc ces 5 styles, moi je les ai étudiés à fond, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, m'initier à ça. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'origine des kanji, car ils nous racontent une histoire qui est formidable. Si par exemple je le fais ici, euh, j'arrive. Non, non, vas-y, prends ton temps, Dominique. Oui, Dominique. Pascal, pardon. Et Dominique, tu nous pourras nous scanner ce que fait Pascal après. Donc, ici, c'est le radical, c'est le Mhm, radical être humain. Ça vient de simplement une forme humaine qui marche. mhm.
Et à droite du radical, il y a le chiffre 2. Mhm. Et donc, un être humain avec le chiffre 2, on peut se demander ce que ça veut bien dire. Ben oui, deux personnes, deux hommes, deux femmes, deux êtres humains. Et en japonais et en chinois, ça veut dire la bienveillance. Mhm. Simple, si deux êtres humains qui sont ensemble ne sont pas bienveillants, au bout d'un moment, il n'en reste plus qu'un. L'autre, il est parti ou il s'est fait abattre. OK? Et donc, c'est ce genre d'étude qui m'a énormément intéressé, c'est l'origine des kanji. Je vous en donne une autre. C'est-à-dire comprendre la culture, ce qu'il y a derrière un mot, pas uniquement la traduction, pour comprendre la calligraphie, c'est ce que tu expliques. Voilà, voilà. Ouais. Oui, ou plutôt, j'aurais eu tendance à dire de comprendre la composition de la calligraphie en fonction d'un concept et non pas d'un simple un mot. Ouais, Pas ouais, un mot, ouais, c'est un c'est Mhm. concept. c'est toute une idée et qui, de règle générale, d'après mes observations, n'étant pas calligraphe, mais c'est toujours une idée qui concerne l'être humain exprimée sur un plan spirituel pour quelque chose qui est concret et matériel Ouais. dans notre société, peut-être. C'est peut-être très simple. Bienveillance, on ne pose pas la question trop sur cette idée. On dit, ah oui, oui, c'est de penser en bien de quelqu'un, tu vois, et Mhm. on s'arrête là. Mais l'importance que cette idée peut revêtir au sein, peut-être, de la société humaine est beaucoup plus que simplement bien voir quelqu'un. C'est ça. Et la calligraphie sur cette dimension euh, qui va au-delà du matériel, au-delà du monde matériel, je veux dire. C'est extrêmement intéressant d'une part et je crois important euh, pour bien comprendre ce qui est derrière les choses que nous abordons dans le Bouddha. Moi, ce qui m'épate, c'est il y a 4000 ans, il y a des Chinois qui ont décidé de créer une forme d'écriture pour leurs mots. Et euh, bon, si on parle d'un oiseau, c'est quelque chose d'assez... Donc, je vous le montre. Donc, c'est quelque chose qui est assez proche euh, bon, de, de la forme d'un oiseau, hein. Ceci. Mhm. Mais quand on parle de bienveillance, comment est-ce qu'on peut dessiner la bienveillance? Et donc, il y a 4000 ans, il y a un Chinois qui a dû se dire, deux hommes ensemble ou deux êtres ensemble, s'ils ne sont pas bienveillants, il ne reste plus qu'un. Et donc, ça, je trouve fabuleux d'avoir étudié euh, ces idéogrammes et de me dire, mais comment est-ce qu'ils ont, par exemple, la paix? Comment est-ce qu'on dessine la paix, hein? Alors bon, on peut toujours mettre une colombe, mais il y a 4000 ans, ils ont décidé de dessiner l'idéogramme céréal, ici, Mhm. et à côté des céréales, ils ont mis la bouche.
Et ça, c'est devenu la paix. Alors, encore une fois, une bouche et des céréales, qu'est-ce que ça a à voir avec la paix? Eh bien, tout simplement, donne des céréales, mets des céréales dans la bouche de ton peuple et il ne te fera pas la guerre. Mm. Donc, la paix, c'est nourrir ton peuple. OK? Donc, moi, c'est une des choses qui m'a énormément intéressé, c'est cette origine des kanji. Et bien entendu, ensuite, il y a le mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre dessus. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça vaudrait la peine de partager avec les gens. Et j'ai écrit ce livre Tenjinchi, dont j'ai plus beaucoup d'exemplaires, euh, qui associe le Budo et la calligraphie. Pour moi, D'accord. j'ai vu des liens très proches. Par exemple, lorsqu'on calligraphie, on ne travaille pas avec le bras, on travaille avec le corps. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est la même chose qu'en Budo. On fait pas ça, mais on fait ceci. On fait ceci. Et donc, j'ai vu ce lien, je me suis dit, c'est intéressant de lier ça. Et j'ai vu énormément d'autres choses, par exemple la respiration aussi. On n'inspire jamais en faisant un trait, on inspire un tout petit peu avant et ensuite on expire en faisant le trait. En faisant le trait avec le mouvement de corps. Et on expire en même temps. On n'inspire jamais en faisant un trait, etc., etc. Il y a donc énormément de choses communes avec le Budo. Si on revient effectivement pour voir avec Kiki sur le sujet, donc les trois premières formes, si je les prononce bien, Geisho, Gosho et Sosho. Aisho, Gyosho, Sosho. Merci. Quel est le. Kiki, tu pourrais nous expliquer, tu me l'as déjà fait cette explication-là, la différence entre ces trois types de calligraphie et les trois niveaux de progression, Shoden, Shuden, Kuden. Ben oui, Euh, on peut dire ça, oui. Il y a, pour moi, le Kaisho, c'est quelque chose de très intellectuel. Euh, on fait un trait à la fois, un, deux, trois, etc., etc. Et ce sont des traits très simples. Et le kanji, une fois qu'il est comme ça, on commence à l'arrondir. Et là, ça devient un truc un peu plus sentimental. On met un peu de cœur dedans. Et encore une fois, ces kanji, comme vous les voyez là, euh, ils sont pas, c'est pas un, deux et trois. Il y a un chemin qui se fait entre les styles. Donc le kaisho, petit à petit, s'arrondit un peu et de plus en plus. Et pour finir, ça devient un gyosho qui va s'arrondir, se simplifier, etc., etc. Et pour finir, ça devient le sosho. Et le socio, c'est un style où on ne travaille plus avec l'esprit, on ne travaille pas vraiment avec le cœur, on travaille avec le hara. Et donc, moi, je donne toujours cet exemple. Quand vous voyez quelqu'un écrire une lettre, il écrit comme ceci, et ensuite, quand il signe, il change de position et il signe avec son ventre, avec son hara, hein. Et donc, pour moi, le kaisho, c'est intellectuel. Le gyosho, c'est plutôt avec le cœur. Et le sosho, c'est avec le hara. Et je pense que c'est évident lorsqu'on fait un kanji, un kaisho, un gyosho et un sosho. C'est, c'est vraiment trois euh,
c'est trois origines différentes du corps qui travaillent. Mais c'est pas séparé. Mhm. Ça se, ça se fluidifie de plus en plus, ça se simplifie. Et Malcolm, alors, du coup, tu en penses Oui, quoi? tu as fait le rapport Mm. euh, d'une manière que j'aurais tendance à, à te reprendre dans sa simplicité de présentation, euh, mais pas critiquement. Euh, c'est Shoden, Chuden, Okuden, si vous voulez, ne sont pas l'équivalent de Kaisho, Gyosho, Sosho. Euh, mais il y a des rapports proches, Absolument. comme a expliqué Pascal. Donc, très souvent, euh, vous pouvez faire une référence qui aide les gens à mieux comprendre où ils en sont, mais le problème se rencontre dans la pratique du Bouddha, c'est qu'une personne pense que la technique elle-même, si elle appartient, par exemple, à la série Okuden, et au bout de très peu de temps, vous pratiquez ce mouvement, vous pensez que automatiquement le mouvement, la technique elle-même, vous transforme, vous, en un pratiquant du niveau dont est tirée la forme. Alors que ça, c'est tout faux. Shoden, Chuden, Okuden, ce sont des étapes d'assimilation, de compréhension et d'être de l'individu qui pratique, du pratiquant, euh, qui doivent, euh, qui doivent être appris. Il y a un long apprentissage à chacun de ces étapes pour comprendre ce qui est impliqué. Et la technique n'est que le reflet ou une représentation extérieure d'un état d'être intérieur de l'individu. Donc, si tu veux, euh, de prendre ton pinceau, j'imagine, et faire une imitation d'un caractère gyosho ne veut pas dire que tu sais faire ou que tu vis dans l'état d'être gyosho. Ça, dans ce sens-là, Okuden, vous prenez un mouvement d'Okuden et vous pouvez faire la forme, comme avec des photocopieuses aujourd'hui, on pense que tout est facile, tu peux refaire tout. Mais avec votre corps, quand vous pratiquez, nous n'avons pas une capacité photocopieur, nous avons une capacité d'apprendre. Et copier n'est jamais la même chose que de se mettre à copier. Apprendre. Et l'apprendre, c'est l'expérience, c'est vivre, c'est c'est avoir toute une- un chemin d'expérience que vous acquérez. Voilà, j'ajouterai ça, mais, mais c'est souvent, je sais que dans des cours, quand on le fait, la calligraphie, ils sont souvent sur le mur du dojo, de l'endroit où vous pratiquez. Ils sont accessibles dans les livres et visuellement, vous pouvez les regarder et c'est frappant. Vous pouvez dire, attends, ça c'est pas la même chose que celui-là. Et puis quand vous le voyez, vous avez rapidement un feeling pour ça. Et en faisant
le rapport avec les techniques, euh, je- souvent, nous espérons, je dirais, non seulement moi et Pascal, mais tout professeur espère trouver un moyen de communiquer aux gens, tiens, regarde, c'est comme ça. Et la calligraphie sur les murs du dojo est souvent très, très utile pour ça, quoi. Parce que Oui. dans une calligraphie sur le mur, vous pensez, ah ouais, bon, c'est le caractère Do. Mm. Mais le gars qui a écrit ce caractère, qu'il l'ait écrit en Kreisho ou Sosho ou Gyosho, peu importe, mais il a signé quelque part aussi. Mm. Sa signature est dessus. Et après, il y a peut-être d'autres choses comme une dédicace où il dit, ceci a été donné à une bonne et joyeuse, heureuse journée de plein hiver avec tout mon cœur pour, etc., etc. Et tout ça vous permet de voir non seulement l'œuvre principale, mais vous voyez en fait un petit peu le cœur du pratiquant aussi qui l'a écrit. Ouais, ouais. Dans l'engagement du corps, donc là, je remets d'autres images où, effectivement, dans le Japon traditionnel, il y a des compétitions presque de calligraphie jusqu'à des pinceaux gigantesques. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, Pascal? Excusez-moi. Et compétition de calligraphie, j'ai jamais, j'ai jamais fait ça, non. Euh, c'est vrai qu'avec des grands pinceaux, bon, il y a vraiment le mouvement de corps qui est pas du tout évident. Mais moi, je me suis jamais tellement intéressé à ça, alors que c'est très intéressant malgré tout. Mais bon, moi, je suis resté dans mon travail sur la table. OK. Ouais. Non, mais Beaucoup de monde pose ce genre de questions, par exemple. Ils voient euh, un aspect, par exemple, moi je me cantonne du boulot, euh, dans ce sens que les gens voient un aspect qui est un peu spectaculaire de ça, qui est évidemment beaucoup plus attirante du point de vue commercial quand les gens le voient ou qu'il y a un film, un ninja qui peut sauter d'une grande hauteur et faire comme un bouqueton dans les montagnes qui descend la face d'un précipice ou quelque chose. C'est vachement impressionnant, bien évidemment. Alors, les gens sont attirés par ça et évidemment, ils posent rapidement la question là-dessus. Et souvent, c'est une exagération ou non pas forcément une exagération, mais une possibilité euh, pour faire quelque chose qui peut être exceptionnel, mais qui n'est pas ce qui est important dans l'entraînement quotidien qui va vous donner, c'est un résultat possible ou peut-être tiré plus vers une idéalisation, voire même imaginaire, qui n'existe pas, mais qui, dans son concept, pourrait éventuellement exister. Comme quand on dit je ne sais pas, le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de choses qui pourraient exister, mais que, qui ne nous semblent pas possibles, qui sont imaginaires. Mais, et c'est vachement agréable d'y croire. Ça fait plaisir. ça t'a permis d'en discuter. Donc, si on revient sur ce qu'il y a derrière les calligraphies, les kanji, mince, l'image est un peu courte, tant pis. Je voudrais revenir sur le thème que vous avez choisi pour le stage de Genève. J'adore cette calligraphie, je la trouve magnifique et intéressante sur sa définition.
Ouais, c'est c'est quelque chose que j'ai découvert en 69 à Kyoto, derrière le temple Ryoanji. Il y avait une espèce de puits et le couvercle du puits était ce que vous voyez là au sommet. Et ça veut dire donc Ware Tada Taru o Shiru. Et c'est quatre kanji avec un carré. Il y a un carré en dessous du premier, à gauche du deuxième, en dessus du troisième et à droite du dernier. Et euh, donc, encore une fois, c'est une calligraphie qui date de très très longtemps. Ils l'ont retrouvée donc gravée sur la pierre. Et c'est à peu près il y a 6000 ans que ça existe. Et la personne qui a créé ce mouvement, on ne sait pas qui c'est exactement, elle s'est dit, j'ai quatre kanji avec un carré dans chaque. Est-ce que j'ai besoin de quatre carrés? Ben non, je vais le mettre au milieu et je vais mettre les kanji autour. Et comme ça, je n'ai besoin que d'un carré. Et donc, ça signifie connaître tes besoins. Est-ce que tu as besoin de 4 carrés? Non, un suffira. Hein. Mais ça dépend où je le mets. Donc, c'est Ah, un thème que j'aime beaucoup et que je fais souvent parce que les gens aiment bien ça aussi. Hein. Ware tada taru shiru. je pourrais ajouter que, étant sur une source comme une puits, en fait, le carré au milieu, c'est un trou à travers la pierre. Ce n'est Absolument. pas le reste de la calligraphie, les quatre caractères autour, ils sont gravés dans une pierre ronde, mais le carré au milieu, il passe à travers la pierre. Ouais. Et je me souviens quand je l'ai également vu, non seulement ma première réaction, c'était de dire, tiens, quelqu'un s'est inspiré de la calligraphie que j'ai vue chez Pascal, d'une part, mais d'autre part, en ayant le trou au milieu, j'ai dit, ben, c'est commode pour mettre la main, comme sur les couvercles les couvercles que nous avons de pont-à-mousson dans la rue qui sont métalliques pour couvrir Ils ont aussi des trous pour mettre la main ou pour mettre un outil pour pouvoir l'enlever, le couvercle. Alors j'ai pensé que c'était bien commode et ils ont même trouvé une idée très pratique pour le carré du milieu. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Un, un autre point, effectivement, j'ai pas de clarifier sur le sujet, mais ça, c'est un sujet important. J'ai échangé avec Dominique Pierre plusieurs fois sur ce point-là. Sur l'évolution qu'on a un peu revu tout à l'heure sur les kanji, Shohari, sur l'évolution dans la Chou, progression. Shohari. chouhari. Shuhari. Oui. Alors, shu veut dire obéir ou protéger, les deux. Ha, c'est la cassure, et ri, c'est l'éloignement. Et donc, c'est comment dire, c'est une chose qu'on retrouve dans énormément de choses. Par exemple, lorsqu'on a un enfant, on le protège. Donc ça, c'est chou. Et à l'adolescence, il claque la porte et il part. Et c'est une cassure qui est souvent euh, difficile et qui fait vraiment beaucoup de mal, peut-être aux parents, peut-être à l'enfant. Et ensuite, il part et il s'éloigne.
et il va rencontrer une femme, ou si c'est une femme, elle va rencontrer un homme, elle va avoir un enfant, et ça recommence. La même chose avec les professeurs. Vous êtes très soumis à votre professeur au début, mon sensei, etc. Donc, il me protège, j'obéis, chou. Et ensuite, ça peut se faire violemment ou d'une façon très sympa aussi. Je quitte mon professeur et je vais en voir un autre pour m'enrichir. Et je rencontre un autre professeur et peut-être encore un autre. Et pour finir, je vais devenir moi-même professeur. Et je vais avoir un élève qui, la même chose, va m'obéir et ensuite va me quitter et ensuite va former les autres gens, hein. Donc c'est une espèce de- d'étape de vie qui est très générale, hein. On, on étudie d'abord et ensuite on va voir ailleurs et ensuite on crée son propre chemin. Ouais, Shuhari. Et Tiki, toi, tu en penses quoi de ces trois avancées? Pardon, j'ai pas compris. Non, Non, je parlais à Malcolm, Ah, il me d'accord. demande ce que je pensais qui réfléchit avant de de... ces... Non, je ne réfléchis pas particulièrement parce que ce que dit Pascal est évidemment l'illustration de la loi. Je crois que ajouter simplement que Shu, Ha, Di sont trois principes, trois idées qui sont réunies ensemble Absolument. dans l'idée que nous employons dans la pratique du Bouddha, si vous voulez. Shu, ça veut dire que je vais prendre un peu l'autre approche. La personne qui commence, il vient, il s'inscrit, il est tout enthousiasmé et tout, il a toutes ses idées complètement farfelues de ce qu'il veut faire, que il va apprendre, de ce que ça veut dire, etc., etc. Et le professeur, il est là en train de lui dire, quelque part, écoutez, tu ne connais pas grand-chose, s'il te plaît, mettez-vous en accord et simplement suivre ce qu'on est en train de faire. Ne conteste pas avant que tu commences à comprendre s'il y a quelque chose à contester ou, vous voyez, c'est-à-dire accepte d'abord plutôt que de questionner. Ça ne veut pas dire euh, la curiosité ou euh, le fait de poser des questions. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que globalement, dans un premier stade, il est essentiel de simplement assimiler tout ce que une personne est prête à vous transmettre durant un certain temps. Alors, si on devait faire le parallèle avec, je ne sais pas, peut-être un charpentier ou quelque chose, on lui présente au début les outils. Tiens, ceci, c'est un rabot, ceci, c'est un marteau, ceci, c'est, etc., etc. Voilà, ce sont vos outils. Euh, qui inclut aussi un équerre, quelque chose pour éventuellement dessiner, etc. Tous les outils du métier, on vous montre un par un et on vous dit, tiens, ceci, c'est pour ça. Ceci, ça vous permet de faire ça. Mais quand vous faites le tour de toutes
cette approche initiale, tu te rends compte que, tiens, je connais les outils, mais je peux faire croire avec ça. Tu n'as pas d'idée. Tu apprends les outils. Alors bon, on vous dit, ben, tiens, quand vous prenez un couteau à bois et le maillet ou le marteau, et vous faites voilà, vous enlevez du bois, etc., etc. Donc, c'est vrai aussi, vous apprenez ce que fait l'outil et vous devez vous habituer à bien manier cet outil, si tu veux. Mais toute cette période où vous êtes en train de vous familiariser avec l'outillage, son utilisation, comment il fait, vous serez aussi appelé à travailler sur certaines choses euh, comme un projet. Alors, vous allez travailler sur des escaliers, vous allez travailler sur certaines... euh, c'est pas la peine de vous faire exclusivement que le maniement de l'outil, autant que tu manies tes outils en apprenant pour en faire quelque chose de constructif, mais on ne va pas vous confier quelque chose de très important, peut-être, de peur que vous faites une imbécilité ou quelque chose comme ça. Tout ça, ça constitue un peu le concept chou. Et on vous apprend, tiens, les outils. Maintenant, par exemple, la spécialité dans cet atelier où vous êtes aujourd'hui, c'est la fabrication de, par exemple, escaliers en colimaçon. Alors, le maître qui est en train de vous former, il vous forme dans les outils, dans l'outillage et le maniement de cet outillage et l'application de l'outillage dans la construction d'escaliers en colimaçon. Mais à un moment donné, peut-être, il devient clair que vous ne pouvez pas faire construire une maison avec que des escaliers en colimaçon. Ça n'existe pas. Donc, et ceci, c'est l'aspect positif que disait Pascal. Le maître en question, il dit, écoute, moi, les colimaçons, tu as un peu fait le tour, mais il y a mon ami qui fait de la charpente pour faire les toits, le toit, enfin les greniers, etc. Il est très fort dans tout ça. Je suggère que, enfin, il va vous dire peut-être qu'il a arrangé un séjour chez lui, où il va vous présenter ça d'une manière diplomatique. Ou peut-être il va dire, ben, ça serait bien que tu te maries avec sa fille. Tu vois, alors là on est allé plus loin et on a créé des liens entre deux traditions familiales, etc. Donc, ça, c'est un petit peu un aspect où vous partez sous l'égide de quelqu'un d'autre, mais toujours dans la continuité. Vous avez besoin des mêmes outils, peut-être de certains outils supplémentaires qui sont beaucoup plus facilement accessibles à votre compétence qu'au départ que votre période chou vous a donné. Et vous commencez à regarder les divers aspects. Alors, vous avez des escaliers, vous avez une charpente, vous allez avoir des planchers, vous allez avoir de la toiture, tu vas avoir... Donc, même si vous parlez d'une maison simple, vous parlez de beaucoup de différentes spécialités qui viennent ensemble, sans parler du fait qu'il faut de la plomberie et l'électricité, qui sont des domaines peut-être très différents et qui vous concernent, peut-être pas, mais peut-être vous vous êtes trompé de métier, vous voulez tout changer et refaire une autre, etc. Et puis, à la fin de tout ça, quand vous avez fait le tour de tout ce qu'il y a à apprendre, entre guillemets, parce qu'on n'apprend jamais tout ce qu'il y a à apprendre, et
Et puis vous mettez en place votre propre entreprise de construction, fort de votre expérience, fort de vos idées peut-être uniques à toi, la personne forme une compagnie pour faire un certain type de production. Et à son tour, il a ses apprentis, il aura les mêmes démarches dans son secteur à lui. C'est un peu ça, Shuhari, ou comme c'est appliqué dans le boulot. C'est pas une question. Par exemple, si vous prenez les mouvements et techniques qui en fait devraient démontrer, comme Okuden, qui devrait démontrer des années d'expérience et une maîtrise de l'outillage, plus une maîtrise de son maniement et de son application, etc., etc., plus la richesse de la participation dans de nombreuses créations, etc., etc. Si vous devez faire ça euh, et la personne n'est pas avec l'expérience ou au niveau approprié, euh, la maison va s'écrouler une fois construite, quoi. Tu peux pas remplacer euh, le lit, l'état lit, même voire par une expérience chue et dire c'est suffisant. Vous voyez? Mm. Le parallèle est très intéressant pour le boulot. Ça nous donne un peu de patience et de modestie dans l'approche, je pense. Absolument. Donc, Pascal, si on revient sur ton livre, si effectivement tu m'as un peu précédé, qui est le titre Tenjin-chi, pardon, Tenjin-chi, je suis désolé, Ah, c'est bon. je porte mes excuses. Euh, Qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière ces trois, ces trois phonèmes? Parce qu'effectivement, si on se passe d'un point de vue occidental, c'est quasiment des phonèmes, hein. Mais derrière, c'est quoi les concepts de ces trois kanji? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, Tenjin-chi, Ten, c'est le ciel, Jin, c'est l'être humain, et Chi, c'est la terre. Qu'est-ce- Ceci dit, il y a des parallèles avec Shuhari qu'il faudrait Absolument, peut-être pas oublier, quoi. absolument. Ça, Ouais. c'est sûr. Quels Mais, sont les parallèles ouais. ou les points qui font que les deux concepts, les deux philosophies Non, se rejoignent? ils sont différents. Ils partagent des parallèles. Je n'ai pas dit que ce sont les mêmes choses. On Ah, veut toujours, euh, je ne sais pas, on vient de parler de Shuhari et vous parlez maintenant Tenjin-chi. Et tout d'un coup, quelqu'un peut-être, il fait, ah non, il faut tout recommencer pour comprendre un nouveau concept. Ah ben c'est Shuhari, quoi. Et puis on est content de simplifier en disant que c'est autre chose que j'ai toujours compris comme ça. Donc ouais. je suis rassuré. Mais chaque fois que vous abordez un nouvel concept, c'est tout à fait juste que Ouais. vous soyez jeté en désarroi de la Merci. nouvelle domaine qui s'ouvre devant toi et que peut-être ça va prendre, voire même des années pour commencer à l'aborder correctement ou se Désarroi, le mot est méfier. juste. Oui. Mais, moi, je lirai à l'envers. Chi, Jin, Ten. D'abord, chose de base. Ensuite, la chose un peu plus émotionnelle. Et ensuite, spirituelle. Ok. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Ça va? Titi, tu en penses quoi? Eh ben, nous Même sommes chose. un être humain.
Ouais. L'être humain, si tu veux, dans ce cas-ci, est représenté par le caractère du milieu, Jing. Et en tant qu'être humain, on a, enfin, en tant qu'espèce d'animal sur Terre, nous avons choisi de nous mettre debout sur deux pieds arrière et de se tenir à la verticale, si vous voulez. Donc, quelque part, vous pouvez voir ça comme étant une relation de l'être humain Hmm. entre sa position sur Terre, les pieds sur Terre, et puis l'extension vers l'univers, vers le ciel. Ten, c'est ciel, Jing, c'est l'homme, Chi, c'est c'est la terre. Donc, il peut y avoir plusieurs différents domaines C'est le où on but. y pense. C'est le but justement de ces caractères, c'est de donner euh, pas une définition, voilà, c'est comme ça, terminé. Non, on ouvre un chemin et vous le prenez et vous allez peut-être pas faire le même voyage que le suivant ou le précédent. Donc, c'est Qi Jin Ten. C'est d'abord les choses de base, les choses, on va dire, ouais, les choses de base. Et ensuite, les choses plus émotionnelles et pour finir, spirituelles. Mais il peut y avoir d'autres traductions, il peut y avoir d'autres chemins également, hein. Donc, pour continuer dans le désarroi, on parle souvent des cinq esprits dans le Budo, Shoshin, Zenshin, Mushin, Fudoshin et Senshin. Effectivement, souvent, c'est peut-être souvent aussi le judo qui emploie ces termes-là. Non, c'est pas tes calligraphies, Pascal. Je suis Non? désolé. Qu'est-ce qu'il y a derrière, effectivement, à regrouper effectivement ces cinq thèmes, ces cinq esprits autour du budo? Ouais. Mushin, c'est pas du tout évident de comprendre ce principe. Mushin, c'est donc sans intention. Il y a des gens qui disent sans cœur, mais c'est pas vraiment ça. Mushin sans intention. Et donc, moi, je raconte toujours comme ça. Je discute avec quelqu'un dans la rue, sur le trottoir, et puis il me demande où est la gare. Je dis, ben, c'est là-bas. Et quand je lève mon bras pour montrer la direction, je mets mon bras dans la figure d'un passant qui passait à côté. Et ce mouvement-là, il est absolument, euh, il est, il peut pas être évité par la personne parce que c'est un mouvement totalement euh, Libre. libre. Ouais. C'est là-bas. Et ce mouvement-là, il n'est pas comme si je faisais. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'intention, hein. C'est totalement naturel, hein. Donc, Mushin, c'est pas évident du tout à comprendre. Être naturel. Oui, beaucoup de monde traduisent particulièrement en anglais. On dit no mind Ouais. et ça veut dire sans l'esprit n'est pas Non, euh, non. sans esprit. Comme il a dit sans cœur. Des gens qui n'ont qui n'ont qui n- ou sans penser, si vous voulez. Mais des gens qui pensent pas, il y en a beaucoup, mais c'est pas Mushing non plus. C'est pas l'absence Non, non. de la pensée, enfin, l'intention aussi, mais c'est pas simplement son opposé dans le sens
absence Hmm. de quelque chose. C'est parce que le mot en question implique, en anglais par exemple, c'est without, qui Hmm. veut dire sans, quelque part, en traduction française. Et euh, or not, Hmm. donc pas, non pas, ne pas, etc. Donc, il y a un koan zen, où il y a un jeune, je crois, enfin, un jeune moine qui pose la question si euh, les, les chiens, ils ont une âme ou quelque chose. Et la réponse dans l'histoire, c'est mot. Hmm. Et la raison pour laquelle ça devient énigmatique, c'est que le mot, ça ne veut pas dire non, ça Hmm. ne veut pas dire l'absence. Non. Hmm. Mais donc toute la question n'est pas résolue par le simple réponse mot, il est plutôt approfondi et considérablement compliqué. Enfin, Donc, par exemple, on dit MuQ, Mudan, donc les grades Q et les grades Dan. hmm. Quand tu dis quelqu'un, il arrive, il a sa ceinture noire, il n'a jamais passé un grade, on dit il est MuQ. Donc, Hmm. il n'a même pas encore un Q. C'est ça l'implication du mot MuQ. Mais ça veut dire simplement, ah non, Q, mais il n'en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Et puis, par extension, plus tard, Mudan. Alors, attends, il est un UQ-chat, c'est-à-dire il est quelqu'un qui est dans le domaine Q, mais il n'a pas encore un Dan. Il est Hmm. Mudan. Et attends, il est Mudan avant d'être Dan, et Ouais. il devient Yudan Shah, et You- il continue à travailler pendant X temps, n'est-ce Hmm. pas? Et puis, tout d'un coup, à un moment donné, un Dan ne veut plus rien dire. Il devient Mudan aussi. Ouais. Aux Ouais. deux extrémités. Quand les forgerons ils travaillent, à un moment donné, ils sont, ils sont libérés ou ils n'ont plus un jugement porté sur eux. Hmm. Et on dit Mukransa. Il n'est plus, il n'est plus assujetti au, au, au regard critique et compétitif qu'a fait le monde jusqu'à ce point. Et il est accordé, chez nous, on fait un peu le Hall of Fame. Quand quelqu'un, il est un très, très bon joueur de football ou quelque chose, il est mis dans le Hall of Fame, c'est-à-dire, il devient Hmm. Mukransa, c'est-à-dire il n'est plus assujetti à la... C'est pas une retraite, Hmm. c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais Hmm. il est allé au-delà. Donc, Voilà. Mu, Mu peut être les deux. Les deux. Absolument. Ça Absolument. peut être l'absence de quelque chose et ça peut être il n'est plus assujetti aux mêmes lois de fonctionnement parce que il a un peu tout fait le chemin, quoi. Tout à fait. Vous, c'est un des mots les plus complexes, je crois, à comprendre pour quand on aborde la pensée orientale ou les langues. Les, Ouais. et pourtant, quand tu fais en calligraphie, c'est un des caractères les plus complexes qui existent. C'est C'est vrai. très drôle. Pascal, il vous montrera, mais ce caractère qui veut dire sans ou absent ou non ou vide ou vide, ça veut dire aussi. L'origine Enfin, de ce caractère, c'est un tas de bois sous lequel il y a quatre flammes.
Quand tout a brûlé, il ne reste plus rien. Ça, c'est l'origine du caractère mou. Ok. Un tas de Wow. bois sous lequel on met le feu et au bout d'un moment, il ne reste plus rien. Mou. Ah, c'est tout un processus. Ouais. Ah oui. Mais la calligraphie littéraire. Ce que tu ferais si tu écrivais mot, c'est, c'est, c'est étonnamment complexe pour une calligraphie qui veut dire rien. J'ai toujours trouvé ça très drôle, le mot qui veut dire rien, soit si un calligraphie si complexe. Euh, Alors, donc, tu parlais de je crois Mushing. que je l'ai. Attendez, hop là, attendez deux Donc secondes. ici, vous avez le gyosho et là le sosho. Hein. Ok, ça c'est le mou. Hein. Et pour le kaisho, c'est kaisho, c'est ceci. Donc, Et on part du tas de bois pour arriver là. ouais. Oui, il cherche à arriver au Musho. Ouais. Mais bon, tu parlais de Mushing. C'était Mouché. un des concepts que tu as évoqué tout à l'heure Ouais. et on y est toujours. Mais c'est juste passionnant. Effectivement, on en a juste parlé d'un de Mushin. Après, les autres, c'est peut-être plus facile à expliquer. Du coup, on a commencé par le plus compliqué. Euh, il y a Shoshin, l'esprit du débutant. C'est comme ça qu'on traduit peut-être trop Shin, simplement. plus débutant. Ouais. Sho veut dire commencer, débuter, et Shin, de nouveau, esprit. Hein. Ouais. Le show dans cette idée euh, implique un premier naissance ou un premier. Ça ne veut pas dire un. Quand on dit Shodan, je suis Shodan, Nidan, Sandan. Shodan ne veut pas dire un premier. Hmm. Il n'est pas premier. Ouais, ouais. Il est le contraire du premier. Si vous avez premier prix, c'est que vous étiez le meilleur. Alors que le show, dans ce cas-ci, ça veut dire que vous êtes tout au départ. Mais Donc, ça Sho veut dire Sho veut l'initiation, dire commencement. Hein. oui, commencement. Ouais. Donc, Shodan, C'est, Shoshin, voilà, ça veut dire l'esprit naissant, l'esprit du in- débutant. qui est initié, enfin, pas initié dans ce sens-là, mais qui vient de jaillir. Oui. L'esprit germe. Il y a une germe qui, 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 qui commence chaud. Hmm. Quoi, ça, c'est important. C'est presque la même chose que dans Shodo, peut-être. Non. Le shodo, non, c'est le show de shodo, c'est écrire. La voix de l'écriture. C'est ça qui est C'est un difficile. autre caractère. C'est que les mêmes prononciations ont des calligraphies différentes en fonction du contexte. Et Ben, le japonais, ce gros problème, c'est que euh, un son peut avoir à peu près 20, 30 ou 40 kanji. Hein. Et donc, Et chaud en particulier, c'est un des sons qui a le plus de caractères différents, je crois. Ou ouais, si il n'est pas en première ligne de compte, il n'est pas loin parce que chaud, il y en a de partout. euh, Et c'est très, très complexe de simplement dire, ah, je sais ce que ça veut dire, c'est très complexe. chaud. Ouais. Showa, ça veut dire la paix par l'écriture? Non, Non, il ne peut pas vouloir dire ça. non, non. Showa, ça veut dire la paix Oh, commence. brillant, brillant. Non, pas vraiment. C'est une autre chose. Alors, tu vas trier 40, 50 shows
pour Ouais. trouver lequel ça doit être pour une période de règne d'empereur, Showa, récente d'ailleurs. Ah ouais, c'est très compliqué. Ouais. C'est complexe. Et Et en donc, plus, et en plus, il y a encore les syllabaires, 46 signes de katakana, 46 signes de hiragana. Plus, au début, les Japonais ils ont importé les kanji de Chine, mais il y en avait beaucoup trop. Ils n'arrivaient pas. Et à l'époque, ils n'avaient pas d'écriture au Japon, pas du tout, hein, pas d'écriture. Et ils ont euh, importé les caractères chinois, je crois, au IVe siècle. Je suis pas sûr. Euh, mais pour eux, c'était vraiment trop. Et donc, euh, ils ont baissé le niveau à 3000 kanji, je crois, 3800 kanji ou quelque chose comme ça. Allez, quand on finit l'école primaire au Japon, on doit connaître 1800, 1800 kanji, je crois. Ouais. Et donc, c'est pas assez pour lire du chinois, hein. Chinois, ils en ont à peu près 10 000. Et donc, ça fait beaucoup, hein. C'est aussi la raison pour laquelle vous trouvez beaucoup de mots étrangers dans, par exemple, enfin, je ne peux pas parler pour la Chine, mais pour le Japon, souvent, euh, tu vas pas avoir un mot japonais. Ils peuvent, par contre, en construire une, comme nous pouvons tous faire, comme ici les, les Français canadiens ou les Canadiens qui sont francophones ici, ils essayent d'avoir un mot français pour un footing ou un parking. Ouais. C'est un garage à voiture. Ouais. C'est qu'ils ont voulu garder l'esprit mhm. de leur langue. Mais si vous parlez de ice cream au Japon ou un dry cleaners ou bien ils vont pas se casser trop la tête, ils vont garder simplement le mot exact qui leur Absolument. est venu de l'étranger et du monde Par plus contre, moderne, plus moderne. par contre, ils le prononcent à la japonaise. Et Ah ça, oui, tu y comprends rien. le gros problème avec les Japonais, c'est ils ne peuvent pas mettre deux consonnes ensemble. Il faut toujours une voyelle entre. Et donc, euh, ensuite, il y a le L et le R n'existe pas, c'est entre les deux. Dali, do, de, do. Ensuite, le F n'existe pas, le V n'existe pas, etc. Donc, le mot étranger adopté par les Japonais est très souvent incompréhensible pour un étranger, hein. Si vous êtes dans une voiture, par exemple, vous avez le bakmela, vous avez le breki, vous avez le sitting belto, vous avez le steering wheel, etc., etc. Donc c'est absolument incompréhensible pour un Américain. Moi, j'ai trouvé deux exemples qui m'ont toujours fait, enfin, d'abord, qui m'ont rendu perplexe pourquoi ils disent comme ça, et deuxièmement, quand j'ai compris d'avoir la révélation en disant, waouh, c'est super. Par exemple, un pantalon, quand tu revais un pantalon, c'est un zubon. 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 Et je me disais, mais c'est un drôle de mot. Pourquoi ils ne peuvent pas dire autre chose? Je trouvais que zubon, c'était bizarre. Et puis, on m'a gentiment expliqué plus tard que ça vient de français. C'est jupon. Ils ont entendu jupon au départ et c'est pas un pantalon, un jupon, mais ils ont adapté ça. Ils l'ont appelé les pantalons ou ce qu'ils voyaient. Ils l'ont appelé un zubon. L'autre, c'est chabon. Chabon.
Mm. Alors, dis-moi ce que vous pensez. Chabot, Chabon. cha- Javon. chabon, chabon. Un chapeau. Un chapeau. Non, non. Vas-y. Ah ben, tous les matins, vous vous lavez dans la douche, non? Ah, le savon, Avec du savon. savon, Chabon. chabon. Parce que le V, c'est un B. Euh, Et c'est pas forcément, enfin, c'est quelque part entre du portugais ou espagnol, ouais, savon, et français, savon. ouais. Il est là. C'est très drôle. Alors, tu passes ton temps à chercher une sorte de signification un peu plus, je sais pas, sacrée, profonde, ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, vous découvrez que, tiens, ça veut dire simplement savon et jupon dans une langue que tu connais. Ouais. Mais il n'y aura pas de kanji forcément pour ça. Ah, c'est en katakana. Ouais. Mm. Donc, c'est intéressant. Donc, Autre. si on revient sur nos principes, il y a le troisième, c'est Zanshin. Alors, Zanshin, Zan veut dire rester, et Shin, c'est toujours donc l'esprit. C'est, je pense, on peut dire, c'est le cœur qui reste. Moi, j'essaye de limiter quand vous êtes devant quelqu'un et vous reculez, vous laissez votre esprit ici et vous reculez. Et donc, entre votre adversaire et vous, il reste cet esprit-là, ce Shin, hein. Et donc, Zanshin, c'est euh, laisser l'esprit, laisser l'esprit, hein, Zanshin. C'est euh, une façon, quand vous quittez votre adversaire, vous gardez sur lui le regard, la concentration, et vous reculez gentiment. Et entre vous, il reste ce Zanshin. Alors que si vous finissez votre mouvement et que vous tournez la tête et que vous partez, c'est pas du Zanshin, hein. Zanshin, vous laissez entre votre adversaire et vous votre esprit, hein. Et ça, c'est Zanshin. Ensuite, vous avez... D'accord. Oui, Mais comme, qu'est-ce que tu rajouterais sur le Zanshin? Oh, il y a un mot que j'ai trouvé depuis quelque temps qui m'avait marqué pour traduire un peu l'idée du zan, zan, dans zanshin. Donc, ça, en admettant que Xing pose des, des problèmes de compréhension déjà, ça c'est sûr, mais je vais dire que l'esprit ou l'esprit de la personne, l'âme de la personne, le cœur de la personne, tout ça c'est compris dans Chine. On peut avec une certaine assurance dire, OK, Chine, c'est là maintenant, Zan Chine, quand il y a cet esprit qui reste. Euh, Rémanence, euh, mais, mais un mot que j'aime bien, rémanence, rémanence, euh, comme si quelqu'un portait un parfum, était dans une pièce, mais qu'elle a quitté la pièce, il y a une rémanence hmm, qui peut être semblable à ce qu'on veut dire. Et dans l'étymologie de rémanence, nous avons tout un ensemble de mots, permanence, immanence, etc. Euh,
le manens partie du mot vient de latin qui maneo, manere, qui veut dire de rester, qui donne aussi je pense, des origines à des mots comme un manoir. Hmm. C'est l'endroit où vous logez. Donc, c'est plutôt parfois, enfin, moi j'ai trouvé parfois, ayant fait pas mal de latin, d'également associer un peu le sens que le latin nous a donné à l'origine de nos mots, qui m'a aidé à mieux parfois saisir un sens ou un esprit d'un mot japonais. Zanshin, pour moi, peut être quelqu'un qui est constamment en état d'éveil, qui ne quitte jamais ça dans sa vie. Ouais. Pas forcément simplement quelqu'un qui te pointe de son sabre dans la figure et qui vous laisse pas de liberté pour bouger pendant les 15 secondes qui reprend sa place dans un kata. Ça serait, à mon avis, diminuer la valeur du concept Zanshin. Par contre, une personne qui porte avec lui une constante éveil, vous le sentez chez quelqu'un. Un éveil, je ne vais pas dire un éveil spirituel, je dis un éveil de la personne, attention à Ouais. tout ce qui se passe autour de lui. C'est pas le gars qui arrive et qui cogne la tête en passant une porte trop bas. Il n'est pas éveillé, celui-là, c'est sûr. Il va l'être peut-être par le coup, mais il va apprendre une fois et après il garde l'éveil. Hmm. Un peu ça, quoi, Mhm. Tanshin. Je crois que c'est un principe qui est, c'est pas, c'est comme tout, c'est pas facile à simplement définir d'un mot. Hmm. Mhm. Mais justement, c'est ça l'intérêt de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre un peu plus de développer ces concepts qui sont regroupés sur quelques syllabes. Donc, si on prend le quatrième, Fudoshin. Fudoshin, pardon. Fudoshin. J'ai un grand respect pour ça, parce que Inamovible. Ouais. hein, un grand respect pour Fudoshin, étant donné que, à la rigueur, euh, j'ai toujours pensé que c'était inconcevable véritablement et, et quelque chose que j'aurais beaucoup de peine à bien comprendre. Quoi, Fudoshin. Mais peut-être Pascal, il dira un mot sur Fudoshin. Ben, disons, quand on lit les kanji, fu, c'est la négation, do, c'est le mouvement, et shin, c'est l'esprit. Donc, euh, moi, je le traduis comme esprit inamovible. Ok. C'est comme ça qu'on Voilà. le traduit le mieux, à mon avis. Mais disons, il y a un sens beaucoup plus profond dedans. Et c'est pas évident de l'expliquer. Ouais. Fudo Shin, c'est esprit inamovible, mais ça ne veut pas dire que vous êtes totalement buté sur une idée, sur une façon de voir la chose. Euh, il y a plusieurs explications. Hein, Fudo Shin. Quand vous avez une façon de ressentir quelque chose, vous la gardez, ouais, vous la, ben, je sais pas comment dire. Mais Alors, il y a C'est le, parmi les dieux euh, bouddhistes, ouais, euh, pas forcément shinto, mais bouddhistes, il y a un gardien, un, un- un dieu gardien qui veille sur l'univers. Et son nom, c'est Fudo Myo.
Ah, Et la partie myo de son nom, ça veut dire le merveilleux être ou quelque chose du genre. Et le Fudo, c'est le fait qu'il est, par exemple, en main droite, il possède une épée, un sabre à double tranchant, et dans sa main gauche, il le tient comme ça, il a un cordage. Et, à l'entrée de tous les temples, etc., on vous explique que c'est le gardien qui veille sur les diables, les mauvais esprits, appelle-le comme vous voulez, et que le sabre, évidemment, depuis longtemps, c'est la justice, et, et, euh, et le cordage, c'est pour ligoter, pour lier les mauvais esprits, et les ah, capter, les mauvais. Et lui, il doit être en un état d'éveil, Zanchin, tu peux dire, à tout moment. Et il ne déroge jamais à son travail, à son devoir. Il est inamovible sur tous les plans, physiquement, spirituellement, émotionnellement, etc., etc. Il bouge pas. Alors moi, j'aime bien simplifier tout en disant que c'est un gyroscope illustre quelque part Fudoshin. ah, On pourrait dire plutôt comme c'est matériel que c'est Fudotai. Ça, c'est une autre dimension de ça. Il y a Fudoshin, Fudotai. Et ces deux concepts sont très importants. ah, Doshin particulièrement. Mais c'est un peu le gyroscope est constamment en mouvement et parce qu'il est constamment en mouvement, il n'est pas en train de bouger. Il est constant. Mm. C'est un constant. Et donc le dernier qui est Zonchin, Alors, Zanchin, ouais. Mais on en a parlé, Zanji. Ouais, un tout petit Zanchin, peu. parlait. On a encore Senshin. Senshin, pardon, c'est Oui, ma il s'est prononciation. trompé. Senshi. C'est ma prononciation, Pascal, je suis désolé. Senshin. Sen, moi je vais. Ouais, je vois pas comment on pourrait expliquer Senshin. Quel est le caractère de Sen? Sen, ça veut dire avant, près. Hein. Et C'est le même que Sen no Sen, par exemple. Sen. c'est Ken Sen, très proche, mais il faudrait que je regarde. Ça m'est le sorti de. caractère. Ouais, il faudrait que je regarde. Senshin, Sen. On peut Ça, continuer. ça peut avoir le sens peut-être d'une sorte d'intuition où tu as l'esprit Voilà, voilà. qui Pour moi, est, qui c'est ça. est à la pointe, en avant, qui Senshin. qui Ouais. prévoit, le prévoyance, des choses comme ça. Intuition. Ouais. C'est pas un terme que j'utilise Ouais. moi, Non. personnellement, mais Mm. D'accord. Senshi. Donc, Pascal, on m'a dit, bah, il y a Rossa notamment, que tu aimais bien parler des Gojo, des cinq Jin, Ji, Rei, Shin, Shin. Ningirei Shin. C'est la calligraphie de Toshiro Tsuga. Ouais. Ningirei Shin, c'est les 5 conditions. Hein. Les 5 conditions. Et la première est celle que j'ai montrée au début de notre Mm. conversation, c'est donc la bienveillance. Pour moi, c'est hyper important. Ah oui, on retrouve. Et dans le caractère donc Budo, qui est au milieu, beaucoup de gens traduisent ça par art martial, euh, art de la guerre, etc. Et moi, je trouve très intéressant de voir l'origine du mot Bu. Hein. Donc, c'est pas la guerre. C'est traduit par la guerre, mais c'est pas la guerre.
Et vous, cet espace-là veut dire la hallebarde. Et en dessous, vous avez ce kanji qui veut dire arrêter. Donc, moi, j'aime beaucoup dans ce kanji ce fait que c'est pas prendre une arme pour tuer quelqu'un, c'est arrêter la hallebarde. Donc, il n'y a même pas l'idée du combat dedans, c'est simplement éviter une attaque. Hein. Éviter une attaque. Boum. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce sens de l'origine du kanji. Donc, éviter la hallebarde. Ça, c'est le sens de bout. Donc, Budo n'est pas un art de tuer, c'est un art d'éviter le combat. Le caractère qui veut dire arrêter, prise tout seul, Tomeru, ouais. C'est tout seul. mais il peut se prononcer chaud par Euh, hasard. oui, c'est possible, ouais. Ouais. Ah ben voilà. Ouais, Je- j'ai pensé que non, on mais, parlait de chaud et 50 chauds et ouais, 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 ouais. dans une autre. Et dans ce cas-ci, ça veut dire tomez-nous donc arrêtez. Ouais. euh, et ça se prononce chaud. Donc, Mais c'est quoi? le gros problème Oh, avec. oh, yeah, Shoshin, ça veut dire arrêter l'esprit. Non, ça veut dire l'esprit du débutant, etc., etc. Ça complique un peu la vie, mais avec un peu d'attention, on peut C'est surmonter les difficultés de cette apparente confusion. Et il faut savoir aussi que chaque kanji a au minimum deux prononciations. On appelle ça le onnyomi et le kunyomi. Hein. Onnyomi, c'est la prononciation sino-japonaise et le kunyomi est la prononciation japonaise. Donc, si on prend par exemple do, la voix, do, c'est la prononciation sino-japonaise. Ça peut être do, ça peut être to, ça peut être tao, etc. Et en japonais, ça se dit michi, michi. Donc, quand le caractère il est tout seul, en général, on utilise la prononciation japonaise, michi. S'il est accouplé à un autre kanji, en général, on utilise la prononciation sino-japonaise, comme Jodo, Budo, Kendo, etc., etc. Et donc, quand vous voyez un kanji, euh, il y a une prononciation, mais ne restez pas fixé dessus. Il peut y en avoir deux ou trois autres. Hein. OK. Bien. On avance encore un peu. Au fil des années, Pascal, tu as élaboré une table de principes que Maria Rossa m'a transmis. Effectivement, elle me parle aussi notamment de la phrase célèbre de Maître Uchiba qui disait le visible, l'invisible et le spirituel pardon, sont les trois mondes de la voie de l'Aiki, que tu as regroupé dans ton tableau. Et tout à l'heure, avant que tu arrives, on a discuté un petit peu avec Tiki. Est-ce que tu peux nous commenter ce tableau sans rentrer dans chaque concept, parce que ça deviendrait un peu long et compliqué, mais sur les trois aspects, visible, invisible et spirituel. Hmm. Voilà, pour ce tableau, euh, bon, c'est vrai que dans les katas, pour enrichir les katas, il faudrait pouvoir mettre tout ça dedans. Donc, il y a des choses assez, on va dire,
concrètes. C'est par exemple le tenouchi, la façon de tenir une arme. C'est c'est un travail très très important, hein. Euh, Moi, je passe jamais un cours sans corriger quelque chose dans la façon de tenir l'arme. Ça peut, par exemple, quelqu'un qui tient une arme comme ça, toute la musculature va vers le haut, alors que ce qu'on veut, c'est plutôt ceci. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de tenir l'arme correctement. Et tous ces principes sont extrêmement importants car quand vous faites une erreur au début, si on ne vous la corrige pas, c'est pour ça que moi, dans mes cours, je m'occupe toujours des débutants, hein. Parce que un débutant qui fait une erreur et qu'il la répète, s'il n'est pas corrigé, au bout de quelques années, ça va être très, très difficile de corriger. Très, très difficile. Donc, il Oui, faut... mais il devient très fort à faire des conneries. C'est ça le problème, c'est qu'on devient très fort à faire un mauvais mouvement. C'est ça. À tel point, non, mais je rigole comme ça. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important parce que euh, ça nous amène à un stade où quelqu'un, il peut faire un, un- un faux mouvement très bien, ou enfin un mouvement de de mauvaise qualité ou de mauvaise construction. Il peut le faire très bien et le faire marcher et le retransmettre comme ça. Absolument. C'est Ouais. ça que je trouve euh, euh, délicat. C'est que il est possible de retransmettre une connerie bien maîtrisée. Ouais. Et bon, c'est un peu la situation humaine, la condition humaine aussi. Mais euh, il y a des éléments comme ça où Ouais. il faut vraiment se méfier en ayant une modestie par rapport à, par exemple, Shurari, Shoden, Chuden, Okuden, c'est la modestie en arrivant à se situer, à se voir soi-même, Ouais. à, notamment, il disait toujours que l'objectif, par exemple, du sabre, c'était pas de couper l'ennemi, mais de couper soi-même. Ouais. C'était de, etc. C'est cette capacité de voir soi-même, d'avoir une correcte perspective, une introspection de l'individu qui voit la vérité sur lui-même. Alors Ouais. ça, c'est déjà une chose qui fait que le boulot, c'est pas très drôle et qu'il va pas avoir beaucoup d'appels Ouais. commerciaux quand ça crée cette friction intérieure chez l'individu. Mm. Oui, jamais rigolo de se voir soi-même. Serait-ce que le miroir quand tu te lèves le matin. Et, Maintenant, et- et Pascal, pour finir sur cet aspect calligraphie, si quelqu'un donc, entend tes paroles et souhaite faire la calligraphie, comment commencer à faire la calligraphie? j'ai pas compris. Si quelqu'un t'entend et a été passionné par ce que tu as dit sur les messages qu'il y a derrière la calligraphie, comment commencer à faire la calligraphie? Ah, pour commencer à faire la calligraphie, euh, moi j'ai créé un programme il y a une vingtaine d'années et le, le début, c'est les traits de base. Donc l'horizontale, la diagonale à gauche, la diagonale à droite, la verticale fuyante, la verticale crochetée et la verticale arrêtée. Ensuite, il y a encore les points.
Et donc, ça, je fais travailler ça au début pendant euh, les deux, trois premières leçons, hein. Et ensuite, le premier kanji que je donne à mes élèves est l'éternité. C'est un caractère qui est très intéressant et en même temps, ça vous donne le temps qu'il vous faudra pour maîtriser la calligraphie. Donc, c'est l'éternité. Qui peut se Je regrouper vous dans des... signale que si vous commencez du sabre, vous commencez par faire les coupes dans les différentes directions. Ça s'appelle Hapogiri. Voilà. C'est comme avec la calligraphie. Et bon, j'ai pas vraiment tenté de donner les gens une éternité avec un sabre. Ça serait pas correct. Et Mais moi, je pense que c'est important parce que euh, ça voudrait dire qu'il y a un moment donné, vous avez tout compris. Et à mon avis, on n'arrive jamais à la perfection. Quand vous arrivez à la perfection, voilà, arrêtez, faites autre chose maintenant, hein. Je pense que la perfection ne s'atteint jamais et c'est pas le but qui compte, c'est le voyage. Euh, hmm, Il faut apprécier le voyage, hein. Si vous êtes dans votre train pour aller, je ne sais pas où, et que vous êtes tout le long fixé sur le but, quand c'est qu'on arrive, qu'est-ce que je vais faire là-bas, etc., c'est dommage parce que vous traversez pendant des heures et des heures un superbe paysage. Profitez-en, hein, profitez du paysage et ne pensez pas au but. Il faut quand même faire attention à aller dans la bonne direction. Ça, c'est important. Mais je pense il faut apprécier le paysage. C'est important. Joli. Et si on veut quand vous conclure, appréciez pas quelque chose, ça semble une éternité que ça dure aussi. Ouais, ouais. et si on veut conclure là-dessus, si on rapproche les bulots que vous pratiquez, ou sur lesquels vous êtes expert, et la calligraphie, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait? Répétez, s'il vous plaît. Pour conclure, si on rapproche la calligraphie, tout ce qu'il y a dans la calligraphie, dans l'esprit des kanji, et ce qu'on a un petit peu discuté aujourd'hui, et les budo, comme le yang, le jodo, et le judo, etc., quelles sont les choses communes? Ben, comme je l'ai dit avant, il y a le mouvement, il y a la respiration, euh, il y a le rythme, hein. Pour moi, le shochuku est très important. J'ai mis une calligraphie. Elle est là-bas. Excuse-moi. Donc, dans le cercle, il y a un caractère qui est en kaisho, c'est le sho. Ensuite, chu au milieu, qui veut dire le milieu, en gyosho. Et à droite, ku, donc shochuku. Pour moi, je travaille toujours sur ces trois rythmes. euh, et je pense que enfin, pour moi, c'est très important, hein. Ces trois rythmes sont très importants. Shochuku, hein. Magnifique calligraphie. Hein? Magnifique calligraphie. Ouais, Ouais, absolument. c'est une très jo- le cercle, il est impressionnant. Ouais, c'est très intéressant. Il est impossible de le faire avec la main, il faut le faire avec le corps. Ici, pas facile du tout, mais je m'entraîne souvent. Ouais.
Ça, c'est un magnifique cercle. Ouais. Ouais. Et Tiki, donc pour conclure, si on rapproche les deux, la partie calligraphie et la partie conceptuelle des calligraphies et le yang, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ben, on en a Ben, parlé plusieurs fois. Pardon. Ah, c'est non, bon. continue. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'ai déjà Ben, dit. j'allais simplement dire que au niveau de on, ces deux activités différentes, mais dont vous pouvez découvrir les mêmes choses derrière. Ça, C'est- c'est comme quelqu'un, il est pianiste, il est violoniste. Les deux, ils peuvent parler musique sans aucun problème, ouais, selon leur expérience. Euh, et à un autre moment, il y aura quelqu'un qui arrive qui est un peintre mm, du même niveau que le musicien, et ils vont pas pouvoir échanger complètement par rapport à leurs activités respectives. Ça, c'est pas étonnant. Moi, je ne vois pas de, comment dirais-je, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'étonner mm, ou même questionner ça. Moi, il m'est arrivé, grâce à l'expérience en moto, de parler avec quelqu'un qui, par exemple, faisait une activité, mais complètement différente. Notamment quand j'étais au Japon pour étudier la France, j'ai aussi été voir des charpentiers, d'autres artisans. Et je dois avouer que très souvent, j'étais marqué par que le Bouddha était plus vivant chez les artisans mm, qu'il était dans les milieux du Bouddha même. ouais. J'ai trouvé ça très, très marquant pour moi. Donc, je pense que ça serait plutôt la question de dire, mais, ou plus simple, de répondre, où est-ce que la calligraphie n'est pas comme le Bouddha et vice-versa? Où est-ce que le Bouddha n'est pas comme la calligraphie? Ou dans le Yai ou le Jo ou le l'aïkido ou le naginata ou une autre discipline, etc. Où est-ce que il y a des choses qui ne sont pas parallèles, semblables, associées ou les mêmes, n'est-ce pas? Ouais, ouais, tout à fait. Moi ça me semble tellement naturel maintenant. Bon, maintenant, moi j'étais toujours en train En fait, ce qui se passe, c'est que tu fais une discrimination pour séparer des choses. Quand vous pensez, vous tranchez en deux, c'est ceci ou c'est cela. Et cette façon d'aborder avec un esprit qui est essentiellement dualiste peut être à la fois séparatif et il peut être en fait c'est quoi l'inverse de séparatif? Il peut joindre des choses. C'est symbole, diable. Symbole, c'est rassembler, diable, c'est séparer. OK. Alors, quand vous voyez le symbole, justement, euh, du yin-yang habituel, le sorte de grande S avec un côté gris-blanc, un côté noir foncé, et puis les deux points. Ouais, Tout le monde connaît ça. mm,
il est dans un cercle. Donc, dans ce sens-là, c'est les opposés qui sont réunis. Ouais, C'est pas l'idée de couper, scinder un truc en deux choses séparées. tout à fait. C'est que l'existence simultanée des opposés complémentaires est ce qu'il y a de plus important. Ouais, C'est ça que nous découvrons en faisant une activité comme le Bouddha où les principes, en fait, ils se retrouvent partout. C'est les mêmes, c'est la complémentarité, même si il y en a un qui utilise un naginata et l'autre un pinceau, ou un utilise un shuriken ou une tasse de thé, enfin une théière. Le, il faut pas scinder, il faut pas regarder dans ce qui va couper la chose en deux séparés. C'est en fait de voir qu'est-ce qui lie ces mêmes choses. C'est de développer cette capacité de voir. Moi, j'ai une expérience que j'ai vue chez beaucoup de monde, mais Maître Tamura me vient à l'esprit. Il avait une façon de penser que moi j'appelle une pensée yin par mm. rapport à yang. Alors, il y a la façade au monté et le revers, Ouais, le revers, la côté que nous ne voyons pas de la Lune, par exemple. Ura, au monté Ura. Alors, on parle de Omote Kinniku, Ura Kinniku, c'est deux façons de voir. C'est très, l'idée, c'est d'exprimer deux choses opposées mais complémentaires, n'est-ce pas? Omote chikara, ura chikara. Donc la puissance intérieure, ura chikara, omote chikara, la puissance musculaire du champion de poids et haltères, etc., etc. Alors, donc, maintenant, je me souviens, il avait un sens de l'humour qui était issu ce que j'appelle d'une vision yin par rapport, ou udra, par rapport à la vision d'une situation, de quelque chose qui était évidente et externe, ou montait la superficie que tu vois devant toi, la façade du bâtiment, c'est monté. Et alors, c'est la personne qui dit quelque chose lui arrive, une catastrophe, et je crois que je l'ai sur mon truc de... Ah oui, oui, j'ai un exemple sur mon Skype. C'est marqué, depuis que ma maison s'est brûlée jusqu'à se consommer jusqu'à la terre, si tu veux, j'ai une beaucoup meilleure vue de la pleine lune. ouais, C'est pas positiver un négatif, ouais, n'est-ce pas? C'est de voir un Oura et un Omoté ensemble et de ne jamais oublier que les deux sont ensemble. Et je ouais. me souviens, Maître Takei, on avait du Katori Shintoryu. Il était en 80 en Europe. On avait, à un moment donné, on devait assister à dans une grande gala d'arts martiaux, etc., 3500 personnes. Et il y avait beaucoup d'arts martiaux qui ont fait des démonstrations et il allait démontrer catholique Shintoryu
dans le cadre de cette démonstration. Juste peu avant, il y avait une démonstration de casse, une discipline qui prenait des briques et des planches, des choses comme ça, et qui cassait. Et c'était dans ce cas-ci, c'était des briques. Et un journaliste a voulu faire une interview avec Maître Otake, comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il lui a appris, mais il a posé la question à un maître sur une autre discipline. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette démonstration de la casse que vous avez vue? C'était très impressionnant, n'est-ce pas, Sensei? Et Otake l'a regardé avec un petit peu de perplexité dans le regard. Et puis, il a regardé en tout d'une seconde et il a fait, ah oui, ça c'est intéressant. Et il dit, et puis il a dit, et c'est très utile, surtout quand il y a une brique qui m'attaque dans la rue. Alors, le, ça c'est ce que j'appelle un exemple d'une vision. Oula, simple, simple. Il a vu non seulement la façade qui était la puissance impliquée dans la casse des briques et dans tout ce que ça implique et les années de travail qu'il fallait pour former le corps, etc. Tout ça, c'est en effet impressionnant. Mais il avait une autre vision parallèle à ça et qui était simplement, oula, qui donnait naissance à sa phrase pleine d'humour. Gentil, il n'y avait pas de méchanceté ni de critique dedans. Il y avait juste une certaine naïveté exprimant la vision de notre aspect. Et ça, je pense que le Bouddha peut nous donner souvent cette capacité de réunir en nous des opposés complémentaires. Ouais. Ils existent en même temps. Eh bien, On va conclure là-dessus, ça fait presque 2 heures qu'on parle ensemble et c'était formidable. Mais Pascal, Tiki, je vous remercie. vous pouvez couper en deux l'émission, hein. Pascal, Je Tiki, je crois vous qu'ils remercie vont. beaucoup et je vous dis au revoir et on va couper comme ça. OK. Coupé!